Et ben alors bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Donc merci pour ce temps de webinaire. On va aller rentrer directement dans le vif du sujet et je vais demander à Florence de se présenter et de présenter aussi le cadre politique de ce travail. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc du coup, Florence Dubois, élue chambre d'agriculture et salariée, moi pour ma part dans le collège des salariés, dans une coopérative agricole. Donc je voulais vous remercier d'être présente pour ce temps d'échange consacré à une démarche innovante et essentielle pour nous, l'inclusion du handicap dans le secteur agricole. Donc ce projet est né d'un constat simple mais fort. Il est temps de briser les tabous et de mettre autour de la même table des personnes expertes et engagées issus du champ du handicap, de l'agriculture, de l'emploi, de la formation et du développement agricole pour réfléchir ensemble en fait à des solutions concrètes qui a amené en fait à nos solutions d'aujourd'hui. L'ambition dès le départ était claire, construire un projet commun et multisectoriel en croisant les compétences et les regards pour que le handicap trouve sa place dans le monde agricole. Donc la Chambre d'agriculture a piloté cette dynamique avec la volonté de vulgariser les enjeux, d'identifier les besoins et de mobiliser les compétences disponibles. Et pour ce faire, elle s'est entourée de spécialistes, d'experts et d'un réseau d'élus. Et ce sont 23 partenaires qui ont ainsi été mobilisés pour cette cause et pour nous mener à ce joli projet. Donc Donc du coup voilà, la GFIP s'est joint à nous et du coup je voulais laisser la parole à Delphine pour nous dire pourquoi l'intervention de la GFIP pour l'agriculture en fait. Bonjour, donc Delphine Ramy, je suis chargée d'études, je commence par me présenter, je suis chargée d'études et de développement au sein de la délégation AGFIP Bretagne. Alors peut-être en deux mots, parce que l'AGFIP c'est pas forcément toujours extrêmement connu. Ça veut dire quoi? C'est l'association gestionnaire du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées. En deux mots vraiment, hein. Vous savez que les entreprises en France ont une obligation d'emploi d'un certain pourcentage qui est aujourd'hui de 6% fixé par la loi. Donc c'est pour les entreprises de plus de 20 salariés, pardon, elles doivent embaucher ou avoir dans leurs effectifs 6% de personnes reconnues travailleurs handicapés. Si ce n'est pas le cas, elles versent une contribution qui est donc confiée à la GFIP pour le secteur privé. Il y a notre petite sœur sur le secteur public qui est le FIPHFP. Donc contribution qui nous est confiée et qu'on utilise à des fins d'insertion, d'évolution professionnelle, de formation, de maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Donc voilà déjà pour vous dire un petit peu pourquoi enfin ce qu'on est. Donc moi j'interviens sur la thématique de la compensation du handicap et donc du coup pourquoi le questionnement de la GFIP dans ce travail. Ça a commencé avant l'élaboration de ce guide, hein, dans le cadre de la commission égalité-parité, si je dis pas de bêtises, Nabila, c'est bien non le non c'est terme. parfait, c'est parfait. Voilà, qui nous avait sollicité déjà pour venir présenter notre offre de service dans ce cadre-là, hein. Donc, à quoi on sert de manière très concrète, et puis quelles sont nos interventions dans le champ du secteur agricole. Donc voilà comment on est intervenu en venant déjà présenter notre offre de service et puis ensuite quand il y a eu effectivement cette proposition d'engager un travail plus concret et puis aussi de communication auprès du grand public, donc de la profession agricole dans sa diversité, hein, que ce soit, on pense souvent aux agriculteurs, mais pas que, il y a aussi des salariés, des coopératives et autres. Du coup, ça avait tout son sens parce que c'est un secteur d'activité sur lequel nous on se questionne souvent, sur lequel on est fortement sollicité. Donc ça paraissait tout à fait légitime qu'on intègre ce travail. Voilà, merci Nabila. Donc du coup, la démarche de ce projet donc multipartenarial, hein, les collègues l'ont dit, c'est 23 partenaires qui ont co-construit cet outil. Les objectifs étaient lesquels? C'était de parler du handicap et briser les silences. Donc ça, effectivement, c'est un élément important. Il y a beaucoup de tabous autour du secteur, autour du handicap et peut-être de manière un peu plus prononcée, enfin en tout cas on le percevait hein, dans les échanges, on le perçoit toujours, est-ce que je dois en parler, notamment lors d'une phase de recrutement par exemple, hein, ou même un travailleur indépendant, donc un agriculteur installé qui rencontre des difficultés,
ça pose toute la question aussi de la pérennité de son exploitation. Et donc, du coup, il y avait souvent beaucoup de non-dits. Donc, c'était l'idée d'en parler de manière assez ouverte. L'objectif, c'était aussi de parler du handicap pour prévenir, en sensibilisant les personnes aux risques, notamment d'accidents du travail, hein, qui sont quand même importants. Et on sait que le secteur agricole peut être générateur de risques, hein, avec les engins, le travail auprès des animaux, toutes ces choses-là qui peuvent être des facteurs de risque supplémentaires. Donc, c'était aussi un élément important autour de la notion de prévention. C'était aussi de communiquer autour de l'organisation et de l'amélioration des conditions de travail, hein, pas forcément exclusivement l'adaptation du poste de travail, mais déjà aussi de se dire que le secteur agricole devait aussi s'emparer de cette question de l'amélioration des conditions de travail pour mieux travailler. Donc c'était aussi un élément important. Et puis également, hein, un élément qui ne vous aura pas échappé, c'est aussi d'attirer des talents et des compétences en agriculture. On le verra tout à l'heure avec quelques chiffres, mais c'est un secteur qui a des besoins de main-d'œuvre importants. Nous, de notre côté, on a de nombreux demandeurs d'emploi en situation de handicap qui donc sont à la recherche d'un emploi. Et donc l'idée, c'était aussi de faire un peu tomber ces tabous sur la pénibilité et les risques, les contraintes, pardon, liées au métier du secteur agricole. Le secteur agricole a beaucoup évolué. Et avec notamment des évolutions technologiques qui font qu'aujourd'hui, certaines tâches ou certaines activités qui semblaient très fortement sollicitantes, notamment pour des personnes en situation de handicap moteur ou de maladie invalidante, sont finalement peut-être un peu plus accessibles. Et donc l'idée, c'était aussi de lever un certain nombre de freins qu'on peut tous avoir de manière assez compréhensible, mais voilà, l'idée c'était un peu d'ouvrir le champ des possibles, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots et de reprendre. Et donc du coup, dernier objectif, hein, soutenir les innovations sociales et le développement durable. Et effectivement, on est tout à fait dans ce champ de faire l'inclusion aussi dans le secteur agricole. Quelques chiffres pour étayer un petit peu le propos. On est effectivement sur une population agricole de femmes et d'hommes chefs d'entreprise vieillissants, donc ça c'est un élément important. Aujourd'hui, 52% d'entre eux ont plus de 50 ans, alors même qu'ils n'étaient que 36% en 2005. Donc du coup nécessairement ça questionne parce que qui dit vieillissement dit aussi un risque de situation de handicap peut-être un peu plus important, hein. On voit bien que le handicap il a tendance à augmenter avec l'âge, donc c'est une donnée importante à avoir en tête. Et donc du coup à moyen et long terme forcément les exploitants seront confrontés à des problématiques de santé et de maintien dans l'emploi. Ça c'était un élément important. Également, autre chiffre, des difficultés de recrutement, je vous l'évoquais tout à l'heure, persistantes en Bretagne, mais pas que, hein. Je crois que là, pour le coup, on peut avoir un propos beaucoup plus large que nos frontières régionales, avec effectivement chaque année en Bretagne plus de 2500 offres d'emploi qui sont à pourvoir dans le secteur agricole, alors même que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est beaucoup plus élevé puisqu'il est le double, hein, de celui de la population non en situation de handicap. Donc effectivement, il y a un paradoxe et du coup, l'objectif c'était de travailler à essayer de faire peut-être se rencontrer un peu plus d'offres et de demandes dans ce champ. Quelques chiffres complémentaires, donc 2,2% des personnes handicapées en emploi exercent une profession qui relève du secteur agricole. Alors qu'on est sur 2,4% pour l'ensemble des personnes en emploi. Donc finalement, on est sur un taux qui n'est pas beaucoup plus faible. Donc c'est également important de l'avoir en tête. À l'inverse, 5,1% des demandeurs d'emploi travailleurs handicapés cherchent dans le secteur agricole, alors qu'on est sur un taux plus faible dans l'ensemble des demandeurs d'emploi. Donc finalement, c'est un secteur qui semble intéresser tout de même les demandeurs d'emploi. Donc il y a certainement des choses, travailleurs handicapés, pardon. Donc il y a certainement des choses à travailler pour favoriser les synergies. Pour autant,
à un moment donné, il y a aussi une réalité et l'idée n'était pas non plus de se voiler la face, hein. C'est qu'on est quand même sur un secteur d'activité où le handicap est relativement prégnant, hein. 15% des accidents du travail ont lieu dans le secteur agricole, donc c'est une donnée importante. Il y a effectivement des risques inhérents à ces activités-là qui font effectivement une proportion un peu plus importante dans ce secteur que dans d'autres secteurs. Donc c'est une donnée à avoir en tête avec toute la question qu'on évoquait tout à l'heure autour de la prévention. Et puis effectivement une évolution du secteur agricole qui est désormais un peu plus favorable, ce que je vous évoquais tout à l'heure, à l'inclusion des personnes handicapées, notamment effectivement avec l'évolution technologique, mais aussi avec une culture, et ça c'est pas nouveau, mais effectivement une culture qui est assez favorable. On est sur des petites structures, souvent à taille humaine, avec des valeurs de solidarité, et je dirais que historiquement, si on se met en perspective de quelques dizaines d'années en arrière, le secteur agricole a toujours été finalement assez accueillant pour des personnes en situation de handicap, et notamment typiquement sur le champ de la déficience intellectuelle, des gens qui n'auraient pas pu trouver un emploi en milieu ordinaire, entre guillemets classique, et bien souvent finalement l'exploitation familiale ou d'une connaissance était parfois aussi le lieu d'accueil pour des personnes qui avaient une capacité de travail peut-être un petit peu réduite ou avec des limitations importantes. Donc je dirais que ça demeure et c'est conjugué à effectivement une pénibilité un peu moindre, et ben peut-être qu'on peut imaginer des perspectives très, très intéressantes. Donc c'était le sens de ce travail. Je rends la parole à Nabila. Bah, merci Delphine. Alors, donc moi, j'ai été présentée tout à l'heure par Carole. Donc, je travaille à la Chambre d'agriculture et je suis chargée de mission égalité-parité pour les chambres d'agriculture de Bretagne et conseillère en relations humaines. Donc, le projet handicap tel que l'a décrit Delphine et puis Florence, c'est plusieurs phases. Et une des premières phases a été aller voir, aller rencontrer des personnes en situation de handicap en agriculture. Et donc, pour ce faire, on a identifié sur la région Bretagne, mais effectivement, on s'est limité à la Bretagne, mais ce qui se passe en Bretagne est aussi duplicable et c'est aussi sur d'autres territoires de France. L'idée, c'était d'aller rencontrer des femmes et des hommes, donc des femmes et des hommes, des métiers différents, des productions différentes, des salariés et des jeunes en formation. Et là, vous avez les 9 témoins qui ont collaboré à ce travail-là. Et je spécifie que ce n'est pas le handicap ne se limite pas qu'à ces 9 personnes. Ces personnes-là sont ambassadrices et elles ont accepté de parler de leur parcours. Donc voilà. Donc la première étape a été de construire un recueil avec 8 témoignages humains, sans être dans le voyeurisme. On est bien clair, voilà, c'est plutôt pour comprendre leur démarche et leur façon d'avoir travaillé. Delphine, à toi? Oui, donc du coup, l'idée effectivement, c'est déjà un recueil avec 8 histoires, effectivement, mais histoires au sens très réel du terme. Et du coup avec l'idée c'était aussi que ce guide il soit inclusif lui-même, donc on a été très vigilant notamment avec l'appui des services com de la Chambre d'agriculture à ce que le document en tant que tel soit accessible sur notamment des questions de police et autres, mais aussi il y a une traduction entre guillemets en facile à lire et à comprendre, donc on parle de FALC. Parfois on parle de FALC ou de FALFAC, donc ça veut dire facile à lire et à comprendre. Donc chacun de ces témoignages est explicité de manière plus simple d'accès, puisque ça faisait aussi partie de la démarche. Je laisse compléter Nabila si tu le souhaitais. Oui, donc il y a le témoignage, il y a les étapes et les accompagnements ainsi que les démarches auxquelles qui ont permis de faciliter le travail de ces personnes, des personnes en situation de handicap. Et donc là, ça a été, pour moi, en tout cas, ça a été la découverte du FALC parce que je n'ai pas été confrontée à cette situation. Je ne savais même pas que ça existait. Et il y a eu quelque chose qui s'est produit à ce moment-là. C'est-à-dire que ce travail a amené aussi à amener des modifications et des interrogations sur notre propre travail et notre propre posture en tant que conseiller, formatrice ou animatrice. Et à partir de cette question du FALC, donc on a été
accompagnés par une experte en FALC, une professionnelle. Nous avons, par exemple, organisé pour les agents chambres, Chambre d'agriculture de Bretagne, un webinaire le 11 décembre 2023 sur ce que c'est le FALC et comment le handicap et la communication adaptée. C'est-à-dire comment faire de telle sorte que dans nos métiers, au quotidien, on ne crée pas de l'exclusion à l'exclusion. Et vous avez remarqué que dans les photos qu'on vous a montrées tout à l'heure, le handicap, vous l'avez pas forcément identifié parce que 80% du handicap est invisible. Donc c'est aussi de se questionner comment rendre nos outils accessible au plus grand nombre. Donc là, c'est un exemple de ce qui a été présenté à ce webinaire. Par exemple, jouer sur les contrastes, jouer sur la police de caractère, etc. Des fois, on met une petite photo pour que ça fasse bien parce qu'on a mis trop d'écriture dans notre texte. Mais au final, les personnes en trouble 10 et elles vont se focaliser que sur la photo et le contenu, ça sera très difficile pour elles de pouvoir le comprendre, et donc on crée encore des situations d'exclusion sans vouloir. Donc ça a été vraiment très pertinent, et à cette conférence, les collègues chambres ont assisté, et le service com de la Chambre d'agriculture de Bretagne s'est approprié de ces préconisations qui ont à la fois aidé à construire le recueil et tout le travail qu'on va vous décrire sur le handicap en agriculture, pour briser les tabous, et à la fois par rapport à nos propres outils. Bon, je ne peux pas dire que c'est parfait, mais néanmoins, il y a des choses qui ont été mises en place, et je vais, pour illustrer cet exemple, le site, la refonte du site formation à agriculteurs et salariés, ils ont joué sur les contrastes. Les collègues ont insisté pour qu'on joue sur les contrastes. Par dans le cadre de ce travail, aujourd'hui, il y a un groupe technique transversal dont je suis l'animatrice de ce groupe technique transversal, et je suis référente pour les chambres d'agriculture du handicap pour nos usagers. C'est-à-dire qu'il y a la référente handicap pour les salariés dans le cadre des ressources humaines, et ça c'est une obligation pour les entreprises. Mais il y a un autre groupe transversal qui regroupe des collègues de la formation, de la communication, du conseil. Et notre objectif, c'est de construire et d'essayer de répondre aux demandes de nos collègues pour que les personnes qui viennent nous voir, on peut mieux les accompagner dans leur travail au quotidien, et que nous aussi, on soit très à l'aise. Et donc, je vais laisser aussi, Delphine, par exemple, dans ce guide-là, voilà les éléments qu'on peut retrouver aussi pour compléter. Oui. Donc effectivement, ce guide, ces témoignages, ils viennent expliciter les parcours de ces personnes qui peuvent faire écho à des parcours personnels ou à ceux de son voisin, voilà, venir du coup questionner, en tout cas guider aussi. Mais l'objectif, c'était aussi de mettre en visibilité ce qu'on peut faire dans le cadre d'une situation de handicap, et d'apporter des éléments assez concrets de manière à donner à voir vraiment aux personnes quelles implications ça peut avoir demain dans leur situation de travail. Donc du coup, à la fin de ce guide, on essaye effectivement de donner, de mettre en visibilité ces solutions-là. Et du coup, on explicite déjà ce qu'est la notion du handicap, parce que le handicap, ça se décrète pas, et on n'est pas en situation de handicap par nature. On a potentiellement une déficience qui va entraîner une incapacité qui elle-même est génératrice d'une situation de handicap. Le handicap est vraiment situationnel. On n'est pas sur, voilà, ce n'est vraiment que la conséquence de, et c'est l'interaction entre une situation de santé, une pathologie, une difficulté et une situation de travail, d'acquisition de connaissances quand on est dans le champ de la formation, quand on est à l'école, qui font qu'on est en situation de handicap. C'est vraiment la conjugaison de ces deux éléments. Donc du coup, on a essayé vraiment de mettre en visibilité ce que pouvaient être les difficultés, les pathologies par exemple, donc on peut voir sur les maladies invalidantes quel type de maladie on va retrouver, ou sur la déficience motrice, on peut avoir quelqu'un qui a une problématique de TMS, les troubles musculo-squelettiques, ou une problématique dorsale. Du coup voilà, qu'est-ce que ça génère comme incapacité? Ça va générer des douleurs particulières, voilà, une difficulté à faire certains mouvements, à faire certaines activités, et donc du coup, qu'est-ce que très concrètement
comment ça va rejaillir dans l'activité professionnelle, et c'est là où on retrouve la situation de handicap. Là, c'est par exemple dans la salle de traite, je vais être en difficulté pour brancher les vaches, pour ceux qui sont encore en salle de traite et pas en mode robot. Ça va aussi être une contre-indication au port de charge, et donc du coup, voilà, une fois qu'on a identifié la situation de handicap, on va pouvoir aller trouver des solutions. Et c'est là où nous, à GFIP, on intervient en mettant à disposition aussi notre catalogue de prestations, d'une part. Donc, on peut par exemple intervenir, et certains témoignent dans ce recueil, en venant financer l'intervention d'un ergonome qui va venir sur l'exploitation, observer les situations de handicap et faire des propositions de compensation. Et donc, du coup, on intervient déjà à ce premier niveau, c'est-à-dire de venir identifier les solutions de compensation. Et puis, on peut aussi intervenir dans un second temps sur un volet financement de ces solutions de compensation. Donc du coup, là, l'idée, c'est de mettre en visibilité, typiquement, si j'ai une restriction au port de charge, eh bien, ce sera peut-être intéressant d'aller financer un taxi à lait pour faciliter certaines activités. Ça peut aussi être intéressant d'aller financer des griffes plus légères pour la salle de traite, sur l'exemple que je prenais tout à l'heure. Donc voilà. Et du coup, là, le catalogue de la GFIP peut à nouveau être sollicité. Donc, on a vraiment essayé de mettre en visibilité dans ce guide la distinction entre la déficience, la pathologie, quelles incapacités ça génère, et puis du coup, quelles solutions de compensation, à titre d'exemple, on peut mettre en face. Et pour compléter ce que vient de dire Delphine, c'est aussi des outils pour des solutions de travail. C'est-à-dire que ce qui est bon pour les personnes en situation de handicap, il est bon pour les personnes qui sont valides et qui n'ont pas de problème particulier. Par exemple, écrire les consignes, les procédures, ranger ses outils toujours au même endroit, utiliser un agenda avec des alarmes et des rappels. Ça, ce sont des outils pour l'organisation du travail qui sont efficaces et qui ont fait leurs preuves. Donc voilà, c'était aussi de le rendre un peu pratico-pratique pour que par exemple, les maîtres de stage, les employeurs puissent avoir des outils pour mieux accompagner leurs collègues dans le travail. Et il y avait aussi la définition des termes, parce qu'il y a des termes techniques assez barbares qu'on ne comprend pas ou qu'il y a des confusions. Donc, on a insisté pour que ça soit vraiment un recueil facilitant pour mieux appréhender le handicap et surtout pour briser le silence. Et pour compléter ce travail, donc il y a le recueil. Et aussi, nous sommes allés plus loin parce que nous avons pensé aux personnes en déficience visuelle qui pouvaient écouter. Et donc, on a réalisé des podcasts avec des témoignages de femmes et d'hommes sur leur situation de handicap et leur travail au quotidien. Donc, ces podcasts sont disponibles et téléchargeables assez facilement. Et ils sont d'une courte durée, donc pour donner l'essentiel de la démarche et du partage des partages de cette tranche de vie. Je vais laisser Delphine, c'est pour toi, pour les fiches pratiques. Ouais. Donc il y a ce travail effectivement de guide qui est un outil qui est très parlant aussi, parce qu'effectivement on a avec cette dimension de témoignage, et puis on a aussi souhaité compléter ce travail avec des fiches pratiques où là on rentre un peu plus dans la technique. On a ri à des moments donnés parce qu'on sait bien que dans le cadre de ce travail, parce qu'on voit bien qu'on a un jargon très particulier et c'est très complexe à appréhender. Donc on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait qu'on écrive des choses aussi pour clarifier un certain nombre d'éléments. Donc en petits groupes, selon parmi tous les contribuants, en petits groupes selon les thématiques qu'on porte les uns les autres, on a écrit des fiches pratiques pour apporter un socle d'informations assez précis sur un certain nombre de notions. Alors, je veux bien que tu reviennes en arrière, Nabila, juste pour expliciter le type de fiche qu'on a pu avoir. Donc, on a fait une fiche sur la RQTH. Qu'est-ce que c'est? C'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc, apporter des éléments d'information là-dessus. Il y a une fiche sur les contacts utiles, sur la question du handicap. Une fiche sur les rôles des différents médecins. On vous la montrera tout à l'heure un peu plus en détail. Une sur la question de la recherche d'emploi. Une autre sur conserver son emploi quand on est salarié. Une sur l'installation
une autre sur le maintien en activité pour les exploitants, une autre sur la facilité l'emploi d'un salarié en situation de handicap, et puis une autre en fait sur le maintien pour les salariés. Donc voilà, sur chacune de ces fiches, on apporte des éléments très pratico-pratiques pour guider aussi dans les démarches. Parce que si vous ne l'avez pas encore lu, le recueil de témoignages, on perçoit bien aussi la complexité pour les personnes qui, dans la compréhension des démarches à engager, dans quel ordre et auprès de qui se faire aider. Donc du coup, il y a tellement d'intervenants, hein, parce qu'autour de la table, il y avait la MSA, il y avait le Cap Emploi, enfin voilà, il y avait plein d'opérateurs présents. Et donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de fluidifier et que du coup les gens sachent à quelle porte aller toquer pour ensuite être éventuellement accompagnés dans le cadre de leur démarche. Donc pour illustrer, oui, Nabila, tu peux passer sur la slide suivante. On vous met ici en visibilité. Alors par souci de facilité, c'est une des fiches sur lesquelles j'ai contribué, notamment en lien avec la MSA, où là on va venir définir par exemple le rôle des uns et des autres que sont le médecin traitant, le médecin du travail et le médecin du conseil, et le médecin conseil, pardon, parce qu'on se rend compte qu'il y a souvent beaucoup de confusion, donc ça nous semblait important de repréciser les rôles des uns et des autres. Donc là, c'est quelque chose qui a été co-construit notamment avec la MSA, qui a été très partie prenante aussi dans ce travail, avec notamment le service social et puis les conseillers en prévention qui ont beaucoup contribué. C'est à toi, Nabila. Ah oui, pardon, j'attendais. Et alors, donc en fait, vous voyez bien le principe, c'est un peu un projet avec des poupées gigones, enfin voilà, les poupées russes là. Donc on a commencé par un recueil, on a fait des podcasts, des belles photos avec une photographe professionnelle, des textes écrits, etc. pour qu'elles soient accessibles, le Falc, les fiches pratiques, les podcasts, et on s'est dit, il y a de belles photos, les gens ils sont magnifiques, ils sont heureux, ils sont souriants, c'était vraiment super, ça a été une expérience vraiment très enrichissante pour moi, en tout cas, parce que je suis tous allée les voir dans leur ferme et les voir travailler. Et on s'est dit, allez, on fait une expo, mais c'est pas une expo juste pour faire joli, c'est un outil parmi d'autres qui pourra amener le débat et la discussion autour du handicap, des démarches et qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau. Donc, je suis une grande partisane et on est grand partisan des politiques des petits pas. Et comment s'interroger. Donc voilà, c'est une expo et aussi il fallait qu'elle soit ergonomique, facile à mettre en place, et transportable, etc., etc. Donc voilà, c'est 5. On peut pas dire que c'est des kakémonos, c'est un truc en chaussettes très facilement à roulettes qu'on porte un peu partout, qui sont voilà, avec 9 portraits où on reprend l'écriture, le témoignage d'une manière très 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 simple, c'est-à-dire Falk, et donc c'est l'occasion dans les entreprises qui l'ont réservée. Là, elle tourne en Bretagne, elle est mise gratuitement. Elle a été à Paris, elle a été exposée à la Fondation Avril. Donc voilà, elle tourne et c'est l'occasion d'organiser un débat sur ces questions-là au sein de l'entreprise. Voilà, elle est gratuite, elle est juste mise à disposition de l'ensemble des acteurs qui le souhaitent. Et on réfléchit pour l'améliorer et enfin pour la compléter, je veux dire. Donc du coup, on a aussi voulu un événement régional pour pouvoir lancer tout ça officiellement. Donc le 12 septembre, ça a été le premier rendez-vous régional dédié sur le handicap en agriculture. Donc on était 180 personnes, ce qui a permis beaucoup d'échanges très enrichissants et pour les uns et pour les autres. Certains venaient avec leurs témoignages, d'autres venaient chercher des réponses. Donc c'était vraiment très chouette. Et pour la première fois dans l'histoire du SPACE, il y a eu une innovation sociale. Donc ça a été primé en fait en InnovSpace, donc qui habituellement est tout ce qui est nouveauté au niveau de ce salon. Donc on était aussi très fiers de pouvoir partager ça avec vous. Ça m'a permis d'aller au gala, hein. Je peux vous dire ça vaut le coup un petit peu. Bon bref, alors si on revient sur le webinaire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au sein de ma structure du travail au quotidien d'un conseiller ou d'une conseillère chambre d'agriculture. Donc il y a eu le webinaire sur le Falc, ce qui a permis de sensibiliser à nos outils de communication et comment je communique et comment je le transmets. Je peux vous dire, quand j'ai envoyé mon diaporama, il a été retoqué, hein.
elle l'a revu. J'ai envoyé un des exemples des dioramas que j'utilise en formation. Bah, c'était ahurissant tout ce que je pouvais mettre et tout ce que comment je pouvais exclure un certain nombre des stagiaires. Donc la mise en place d'un groupe technique transversal qui, dans l'objectif, c'est mieux améliorer nos accompagnements et aussi nos pratiques. Voilà, il y a donc deux référents handicap, ça c'est voilà, et l'exposition Nouveau Regard qui a été mise dans tous les antennes des chambres d'agriculture et sur lesquelles on a organisé des actions. Aujourd'hui, par exemple, la semaine prochaine, avec des collègues, on est en train de préparer une note pour mieux accompagner les porteurs et les porteuses de projets qui viennent s'installer ou qui créent une entreprise en agriculture pour rendre nos documents plus accessibles et pédagogiques. Donc, il y a tout un travail de refonte et je suis vraiment très agréablement surprise. Les collègues, ils prennent ça, mais ils prennent du temps. Par exemple, j'ai une collègue qui a retranscrit d'une manière tous les diaporamas, elle les a retranscrits pour une présentation et ça lui a pris 3-4 jours de travail supplémentaire et elle l'a fait, elle m'a dit c'est super et donc on va mettre en place un protocole spécifique pour mieux accompagner les personnes qui viennent vers nous et on apprend en fait, voilà, on apprend parce que c'est des sujets qui sont pas très simples et que nous n'avons pas l'habitude de porter. Et donc il y a une dynamique et vraiment j'en suis vraiment très très contente. Ce projet-là a créé aussi dans nos pratiques en interne en tant que conseiller. Et pour finir, donc voilà, je vous ai mis une petite photo publicitaire pour vous dire quels sont les contacts. Donc il y a Florence qui est l'élu référente de dossier avec une autre collègue, Gaëlle qui est aussi. Donc vous avez nos contacts. Tous les documents sont accessibles sur le site de la Chambre d'agriculture, il n'y a aucun problème. Et voilà, donc on clôture avec cette belle photo. Et merci à vous. Et donc c'est notre musique. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation ultra intéressante. Alors, il n'y a pas de questions dans la conversation. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions? On n'est pas très nombreux. Vous pouvez allumer vos micros et vos caméras pour adresser votre question. En attendant que... Oui, Madame Abic. Oui, bonjour. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Oui, je voulais juste savoir, déjà bravo, hein, je trouve que c'est vraiment un super projet, vraiment top. Je voulais savoir, est-ce que vous avez prévu une communication au SPACE 2025? Bah, bonne question. Bah non, on n'a pas prévu parce que pour la simple et unique raison, c'est que j'ai l'impression que c'est déjà fait. Les dés sont déjà jetés et mes collègues qui s'occupent de cette programmation ne m'ont pas sollicité et puis moi non plus, j'ai pas fait la démarche. Mais si vous avez un tuyau, ça sera toujours avec plaisir. Bah, pour l'instant, il n'est pas ouvert, mais que moi, je trouve ça vraiment top. En plus, on est partenaire Groupama hein, dans le et je trouve on n'exploite pas avec tous les guillemets qui vont bien ce partenariat, donc je vais essayer d'ouvrir un tuyau de mon côté. Voilà. Ah bah écoutez, merci. Je vous promets rien, mais bah, écoutez, ça sera avec plaisir et puis il y aura les partenaires. En fait, c'est ça qui est important aussi. Voilà. C'est important. Oui, merci Pascal. J'en profite. Je suis sûre que Quentin Aligrand sera ravi si vous pouvez pousser aussi de votre côté cette proposition. Bon, je vais essayer. Bon, après, j'ai pas toutes les cartes en main, hein, mais bon, il y a que la conviction, voilà, qui a quand même ses limites. Mais et j'en profite, hein, parce que je suis très bavarde, hein, mais je trouve aussi super votre démarche sur le FALC. Et je trouve que ça mériterait d'être d'être déployé aussi dans les entreprises et c'est compliqué parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse et trouver des interlocuteurs, c'est-à-dire qui sachent traduire en FALC, c'est pas simple. Faut vraiment une expertise et oui voilà quoi, je trouve ça vraiment top. Donc un grand bravo avec un grand B majuscule. Donc mais ça on peut vous faire suivre par contre des contacts de professionnels qui interviennent dans ce secteur au besoin. Oui, avec plaisir. Okay. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question, une réaction? Alors, attendant que ça arrive, moi, Nabila, je vois l'effet que ça a eu sur toi. Est-ce que donc les chambres de Bretagne se sont lancées? Est-ce que vous avez d'autres chambres
qui, suivant votre exemple, se disent, nous aussi, on va se lancer sur des projets pour plus d'inclusion, parce que ce que vous avez mis en évidence dans votre région, forcément, on se dit, il n'y a pas que la Bretagne où cette question se pose. Qu'est-ce que vous avez Je laisse l'élu répondre. Alors, on va dire déjà on était les lanceurs d'alerte, je dirais, pour la prise de conscience. Maintenant, on ose espérer. Certains posent des questions, certains demandent à avoir, des renseignements. Maintenant, on ose espérer que, ça fasse tache d'huile un peu et que ça se répande au fil des départements et des régions. Très bien. Ah, Est-ce que quelqu'un veut encore réagir? Non, pas encore. Alors ah si, Odile. Bonjour Odile. Bonjour à tous. Vous m'entendez? On vous entend très bien, Odile. Alors, moi je suis un peu loin de la Bretagne, donc je suis dans les Pyrénées-Atlantiques. Et donc j'étais personnellement sensibilisée au problème d'handicap en élevage. Et j'ai loupé le début. Et en fait, moi avec mes responsables, j'avais dit que je participerais au webinaire. Et en fait, c'est dans l'accompagnement, dans les solutions qui peuvent être envisagées, parce que nous ici, il y a un accompagnement ergo par la MSA, les accompagnements MDPH, etc., qui, selon moi, ne sont pas assez proposés, assez diffusés, notamment à des agricultrices, que là j'ai rencontré en protocole de soins. Donc ça vraiment super initiative. Le FALC, je ne savais pas ce que c'était, j'ai appris quelque chose quand même. Et c'est vrai que quand on fait des diaporamas, moi je suis conseillère à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques en fait, je ne me suis pas présentée. Et on le fait selon notre entrée, mais pas selon celui qui reçoit quoi. On a du boulot, je comprends les 3-4 jours pour reprendre un diaporama, mais moi c'était plus sur l'approche environnement de l'exploitant, comment c'est quoi les propositions, la réflexion à avoir. Et moi ma question c'était pour des situations d'handicap suite à maladie, accident, etc. Souvent, là on a eu le cas en filière ovine, un gars, alors je sais plus quel niveau d'handicap il a, mais il doit changer son système de production, quoi. Et du coup, c'est cet accompagnement-là. Moi, j'accompagne aussi des situations en ERAF, mais on a quand même une part, nous, dans notre job de conseiller chambre, à accompagner. Alors certes, quand ils sont dans le dur de la maladie ou de l'accident, c'est pas le moment idéal, mais je ne sais pas si ça vous l'avez fait, cet accompagnement-là, mais. Alors Odile, je vais te répondre à plusieurs éléments et puis je vais demander à Delphine et puis et Florence aussi de compléter. Alors en fait, on va dire que quand il y a une situation de handicap, c'est pas le boulot de la Chambre d'agriculture, c'est la MSA, c'est le premier, c'est le premier coup de téléphone, c'est eux qui ont les spécialistes et qui vont mettre. L'objectif de ce travail, c'était de dire, est-ce que je peux parler de mon handicap? Voilà. Est-ce que je peux le parler d'une manière assez facile, parce que c'est des sujets qui touchent à l'intime et c'est très difficile de l'évoquer. Et après, de se dire, à qui dois-je m'adresser et quelles sont les démarches et comment je vais faire, etc., etc. C'est-à-dire que l'objectif central de ce travail, c'est vraiment de libérer la parole et de donner des éléments pour qu'on puisse aller plus loin et être mieux accompagné. Donc là, c'est vraiment et puis travailler en équipe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est par exemple, il y a des porteurs de projets qui arrivent, mes collègues conseils compétences, ils les accueillent. Maintenant, ils me disent, mais on ne sait pas. S'ils nous le disent, on le sait, mais s'ils nous le disent pas, on ne sait pas. Quelle question on va poser? La question de se dire, écoutez, est-ce que vous avez besoin d'accompagnement spécifique
est-ce que vous avez besoin d'une adaptation spécifique? Et pour être franche avec toi, moi, chaque formation où j'interviens, je dis tout le temps, écoutez, au lieu de mettre les règlements, téléphone sur off, nanani, nanana, ce qu'on fait, etc., je demande tout le temps en préalable, voilà, on va passer un temps ensemble. Est-ce que vous avez besoin d'accompagnement spécifique? Alors les gens ils osent pas, donc je dis est-ce que vous avez besoin de vous lever? Parce que quand on a mal au dos, rester 2 heures assis, ben ça fait mal au dos. Est-ce que vous avez besoin de ceci, de cela, que je parle un peu fort? Est-ce que vous avez besoin que je réduise le débit? Et donc certaines personnes viennent me dire oui effectivement, moi j'ai un problème de surdité, etc., etc. Donc ça voilà, ça c'est dans le quotidien. Ensuite, par rapport aux adaptations et à l'organisation du travail, je pense que moi, mon rôle, en tout cas en tant que conseillère, je peux intervenir sur le travail en tant que tel, en questionnant, etc. Sur les aménagements, c'est plutôt des spécialistes qui le font et ils le font très bien et on fait du lien avec eux. Voilà, c'est comme ça qu'on le fait en tout cas. Et je vais laisser peut-être Florence le dire et puis Delphine par rapport à vos métiers. Ouais, bah du coup, ça a aussi été par rapport à des échanges, enfin à des grosses découvertes, hein, parce que le handicap, on est tous capables d'en parler, se dire qu'on le connaissait. Avant, on se disait qu'on le connaissait, maintenant on se dit qu'on le connaît mieux. Et je dirais même pas qu'on le connaît bien, on le connaît mieux parce que c'est tellement compliqué. Et de dire que les feuilles, enfin les fiches techniques ont vraiment été faites pour ça, pour pas laisser les gens dans la galère et savoir à qui ils devaient, parce que la question se posait souvent en disant bah moi j'ai galéré parce que j'avais pas l'info, parce que je savais pas vers qui aller. Et de se dire que c'était écrit, c'était posé, ça peut être recherché tout seul pour les gens qui souhaitaient pas en parler. Ça a vraiment été le but de ces fiches-là et l'intérêt pour nous, il était vraiment important de se dire que ben si je me demande, je suis agriculteur, je deviens en situation de handicap, de pouvoir trouver des réponses qui sont pas complètes, mais vers qui aller pour nous apporter les vraies réponses et les bonnes réponses. Je pense que c'est un gain de temps. Et aussi sur le côté humain, de se dire que on préserve un peu la santé des gens qui peuvent être confrontés en se disant on peut avoir des réponses. Effectivement, et juste du coup pour rebondir, pour vous mettre en visibilité un petit peu le process, effectivement, le premier interlocuteur, c'est la MSA. Quand il y a une personne qui est en risque à son poste de travail ou qui a un projet d'intégration en emploi pour lesquels il y a des besoins particuliers, le premier interlocuteur, c'est effectivement la MSA. Et ensuite, la MSA, donc il y a le conseiller en prévention, peut y avoir également le travailleur social qui peut intervenir, et puis bien évidemment le médecin du travail ou le médecin conseil. Et du coup, ensuite, la MSA jugera si elle doit, s'il y a aussi lieu de mobiliser le Cap emploi, axe maintien en emploi, qui peut intervenir et pour être un peu le chef d'orchestre si la situation est très très complexe. Et du coup, le Cap emploi, ben voilà, il pourra accompagner la personne dans sa démarche, notamment dans sa réflexion, peut-être aussi autour de la réorganisation du process de production d'un certain nombre d'éléments. Et puis, il aura aussi à sa main la possibilité de mobiliser notre catalogue, tel que je vous l'indiquais tout à l'heure, avec notamment des études ergonomiques qui sont mobilisables. On a aussi des expertises spécifiques liées à la spécificité du handicap. Et puis, in fine, il pourra aussi mobiliser notre catalogue pour venir financer pour partie, tout ou partie, tout dépend de ce qu'on considérera être de l'ordre de la compensation, pour venir financer les aménagements de postes de travail. Mais voilà, donc du coup, c'est vraiment la clé d'entrée, c'est la MSA et ensuite on déroule éventuellement en fonction de la nature du besoin, de la complexité de la situation, les outils à mobiliser. Et pour compléter Odile, je voulais te dire, donc notre objectif sur ce mandat, enfin, c'est de mettre en place à l'échelle régionale un groupe d'agriculteurs et d'agricultrices et de salariés en situation de handicap qui pourraient nous éclairer sur les méthodes qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux accompagner et pour mieux encadrer leurs besoins, parce que c'est les personnes qui sont dans les situations qui pourraient nous éclairer davantage de comment nos métiers de conseillers, de conseillères, de formatrices, etc. peuvent être adaptés et que voilà. Donc là, c'est vraiment notre souhait, c'est de monter un groupe régional de réflexion sur le travail autour du handicap. Voilà, ça c'est clair.
parce que c'est notre et ce travail a permis de mettre du lien avec les acteurs, parce que par exemple Delphine, moi je connaissais la GIFIP mais j'avais jamais travaillé directement avec eux, et là je sais que si j'ai une question qui arrive par un collègue ou par un agriculteur, et ben j'interroge Delphine, ou j'interroge le Cap Emploi, ou j'interroge la MSA. Des fois j'ai des employeurs qui m'appellent, qui me disent ah ouais, là j'ai retrouvé une nanana. Je lui dis bah attends, est-ce que tu as pensé au Cap Emploi? Il y a des personnes qui sont en situation de handicap, ce que tu proposes là, ah bah oui, mais tu penses que c'est possible? Je lui dis bah écoute, ils vont évaluer le poste avec toi, ils vont voir si c'est possible. Ah bon, bah vous voyez, c'est des choses qui, je dis pas que ça va révolutionner, parce qu'un jour il y a quelqu'un qui nous a posé cette question en disant est-ce que ce guide-là va améliorer l'emploi des personnes en situation de handicap? Est-ce que vous avez des chiffres, des indicateurs chiffrés? Enfin, franchement, on peut pas, ce sera compliqué. Alors, c'est dur de donner des chiffres. Maintenant, le fait d'être averti, je dirais, ça permet d'avancer et mieux, et de savoir où trouver l'information, ça évite de se démoraliser, en fait. Et de se faire confiance, voilà. Mais je trouve super. Merci beaucoup. Et c'est vrai que d'avoir un endroit où on a tout le recueil, toutes les infos, c'est top, parce qu'en fait, c'est hyper décousu dans la recherche, quoi. Et c'est souvent au gré des personnes croisées et de leurs compétences, voilà. Mais ouais. Donc, si j'ai bien compris, on peut copier-coller pour les Pyrénées-Atlantiques, c'est ça? Tout, vous pouvez tout prendre, on peut même vous donner le format, et je veux dire autre chose, les collègues de la com, ils ont été vraiment formidables dans le sens où ils ont pris ça à cœur, et ils ont essayé de comprendre, et ils font au mieux de ce qu'ils ont pu, donc il n'y a pas de problème. Je pense que l'idée c'est que ça se diffuse, ça infuse, et que ça ruisselle, etc., etc. Ok, je transmettrai, mais merci beaucoup en tout cas. Merci Odile. Madame Abic. Oui, c'est juste pour apporter mon témoignage. Moi, je suis référente handicap à Groupama Loire-Bretagne. Je fais à peu près, je pense, une trentaine d'aménagements de postes par an auprès de collaborateurs. Et quand vous dites, bon, on ne sait pas si ça va apporter des choses, est-ce que ça va améliorer la situation? Moi, je suis convaincue que déjà, en donnant le nom des interlocuteurs, moi, je travaille beaucoup avec Cap Emploi. Franchement, je sais pas s'il y en a là qui sont présents, mais merci et bravo, parce que c'est des personnes, les conseillers qui interviennent, ils apportent des solutions concrètes. Moi, je ne fais pas grand-chose, clairement, mais uniquement en relation. Et parfois, il suffit qu'il y ait 2 ou 3 aménagements, on a vu que ça s'est bien passé, et après, c'est le cercle vertueux. C'est-à-dire, les gens, ils voient quoi, ah bah oui, le handicap, c'est ça aussi. Ah, c'est un fauteuil ergonomique, ça peut changer ma vie. Bah ouais, ça peut changer ta vie. Et du coup, les choses se font très naturellement, et souvent, alors je vais pas dire que c'est dans 100% des cas, mais dans 90% des cas, c'est quand même simple, c'est des dossiers quand même qui sont simples. Je trouve qu'on est quand même bien accompagné, que ce soit avec les financements de la GFIP et avec Cap Emploi, et j'ai pas d'option, j'ai pas d'action, hein, je suis pas payée pour dire ça. Donc c'est vraiment ce que je veux mettre en avant, parce que souvent on sort des grandes théories, des usines à gaz, et parfois c'est très simple, c'est un contact qui va bien avec des gens qui connaissent le métier, qui connaissent les aménagements. C'est pas long, c'est pas lourd, et ça se fait très rapidement. Moi, je ne fais pas que ça, et je vous dis, je fais à peu près une trentaine d'aménagements par an. Alors, ils sont pas tous compliqués, mais voilà, il y a des vraies ressources, et ça fait pas, quoi. Faut pas que ça fasse peur, parce qu'à partir du moment où on a les bons contacts, il suffit de mettre en relation, et les choses se font tout simplement et naturellement. Donc voilà, c'était juste pour rassurer. Donc, merci. J'avais prévu, je suis bavarde, hein, donc j'arrête de causer. Merci beaucoup. Madame Rami, vous avez ouvert votre micro. Est-ce que vous voulez... Ah non, il était resté ouvert. C'est juste que j'ai oublié de le fermer. Ah non, pardon. Parce qu'elle a dit qu'à tout dit, donc je la remercie. Je vais donner un exemple qui s'est produit. Je sais pas, il y a une question? Non, Madame Bossy, vous pouvez y aller. Ah, super. Oui, bonjour. C'est vrai que je voulais intervenir du coup parce que je suppose que Nabila, quand tu as évoqué les 4 jours de diaporama, c'est pour Aurore et du coup pour moi. Oui, et c'est vrai que oui, mais déjà je voulais remercier, même si Aurore n'est pas là. C'est vrai que moi au niveau de la chambre, j'ai eu un super bon accompagnement pour le coup au niveau adaptation
traçabilité, oui. Des documents, j'ai pas du tout eu de difficulté à y avoir accès, donc ça déjà c'est vraiment chouette. Et je trouve que le guide est vraiment bien parce que c'est ce que je disais, c'est que je trouve qu'il y a, enfin, on se connaît peu les personnes en situation de handicap dans le milieu agricole et je trouve ça bien de pouvoir entre guillemets avoir des contacts, des références, etc. C'est vraiment chouette parce que c'est pas simple de se trouver. Il y a quand même beaucoup de monde dans le milieu agricole, donc voilà, faut pouvoir se rencontrer. Et la question que j'avais, je sais que l'année dernière, alors je sais pas qui est-ce qui l'a organisé, mais il y a une agricultrice qui m'a expliqué qu'il y avait une journée, alors je crois que la MSA en faisait partie, qui était organisée pour parler du handicap agricole. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez, tous les partenaires, prévu d'en réorganiser cette année et entre guillemets chaque année pour, j'ai envie de dire, diminuer le tabou du handicap dans le milieu agricole, notamment pour l'embauche, qui est vraiment pas simple. À vrai dire, donc si tu veux, Anaïs, on n'a pas prévu de refaire une journée comme ça. C'est la journée régionale et ça. Par contre, tu vois, par exemple, l'expo photo est un moyen pour organiser un événement autour. Et je sais que l'an dernier, ça a été exposé à la journée départementale d'agriculture au féminin. Et oui. C'était à l'accueil. Et il y a une personne, on a présenté le projet, il y a un témoignage, il y a une personne dans la salle qui a dit, moi je cherche un vacher, une vachère ou un vacher. Et j'ai une personne qui m'a téléphoné, qui est non-voyante, et j'ai pas osé la prendre parce que je ne sais pas si elle est capable de venir chez moi, et j'ai peur, etc., etc. Et là, ça a été la réponse en disant mais non, si elle vous a téléphoné, c'est qu'elle est en capacité de travailler chez vous et par ailleurs vous pouvez être accompagné. Tu vois, et elle a dit mais je savais pas, je me disais mais elle va tomber, comment elle va venir pour venir travailler dans ma ferme et ça c'était intéressant, cet échange-là était pertinent. Voilà. Mais je pense que je vais noter, on peut avoir avec les partenaires d'organiser des événements autour de ces questions-là. Peut-être dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées fin novembre, ça pourrait peut-être être pertinent. Oui. Après, je sais pas si chaque année c'est pertinent et si c'est possible parce que c'est vrai que c'est toute une organisation aussi pour vous, donc c'est pas simple. Mais je me dis si ça peut être fait régulièrement, par exemple tous les 2 ans, etc. Ça pourrait permettre, en plus, vous au fur et à mesure. Vous allez quand même avoir de plus en plus de témoignages, d'informations, etc. Et du coup, ça pourrait être de plus en plus intéressant aussi pour, en tout cas, limiter les tabous et du coup favoriser l'embauche de personnes en situation de handicap dans le milieu agricole. Oui, merci. On va noter ça. Merci. Merci, Anaïs. Alors, on a une autre main levée, Madame le Maître. Oui, bonjour, enchantée. Du coup, je suis Virginie, je suis responsable de Up Intérim. Alors, on n'a pas eu le temps, Nabila, d'échanger en début de semaine au vu des plannings. Je suis sous l'eau. En tout cas, Up Intérim, c'est une entreprise adaptée de travail temporaire. Donc, 100% de vos candidats sont en situation de handicap. Alors moi, j'ai découvert tous les travaux par une candidate qui était à la fois issue du secteur agricole et également en situation de handicap. On a beaucoup parlé d'adaptation pour effectivement du maintien à l'emploi et du maintien en poste. Voilà. En tout cas, sachez que nous, au niveau des agences, on est aussi partant pour accompagner sur la découverte métier. Beaucoup de nos candidats aujourd'hui subissent le handicap en cours de parcours de vie, pour qui on se doit en fait de les accompagner aussi de la sur des projets de reconversion, donc des projets qui sont conjointement menés effectivement avec France Travail, avec Cap Emploi ou avec les missions locales en fonction de l'âge des candidats. Mais en tout cas, on a aussi ce travail, nous, à faire sur de la découverte métier. Je crois qu'aujourd'hui, les métiers de l'agriculture sont malheureusement mal connus. On fait, 2 fois par an, on fait ce qu'on appelle des rallyes découvertes, justement pour accompagner nos candidats, alors qu'on appelle nos couteaux suisses, c'est-à-dire qu'on a bien identifié les restrictions,
Et l'idée, c'est de les accompagner sur des nouveaux projets et des découvertes aussi métiers et découvertes environnement de travail. Donc sachez que, en tout cas, voilà, au niveau des agences, nous on est prêt à rencontrer des employeurs, à rencontrer des exploitations pour encore une fois venir parler métiers, parler conditions effectivement de travail et pourquoi pas effectivement conjointement avec la GFIP parler adaptation si adaptation il y a besoin quoi. Voilà. Super, merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a encore une question, une intervention? Madame Abig, vous avez laissé votre main levée. Est-ce que pardon. Non, mais j'avais rien à dire pour une fois. Je suis désolée. Donc bon, il y a des gens qui sont partis, mais il y a des félicitations, des remerciements, pour cette présentation, ces échanges. Est-ce que quelqu'un a encore envie de s'exprimer? Il reste 2 minutes. N'hésitez pas. Juste un petit message pour vous dire que merci. On vous remercie d'avoir été présent pour ces échanges. On est contente. Alors aujourd'hui, on est contente parce que la majorité était féminine dans nos groupes de travail, mais d'avoir pu partager, d'avoir réussi à mener à bien ce beau projet. Donc voilà, et contente qu'ils puissent aussi voyager à travers la France par ce genre de moments sympathiques. Je suis désolée, j'ai une question. Est-ce que là, le webinaire que vous venez de faire, vous avez prévu d'en faire un autre? On est preneur pour en faire un autre. Non, mais typiquement, je trouve que c'est deux. Alors, petite critique, hein, mais moi j'ai vu l'info sur LinkedIn hier. Hein. Oui, j'ai posté, hier, moi je l'ai fait. Et honnêtement, moi je trouve que le webinaire, il est très concret, très opérationnel, et ça mériterait de donner plus de lisibilité. Et moi, typiquement, j'aurais pu peut-être relayer l'invitation, et avoir plus de participants. Donc, Ok, écoute, on peut en parler et puis trouver un moyen de le faire en commun. Oui, pourquoi pas. Oui, voilà. Ok. Et je ne dis plus rien, donc je vous souhaite une bonne après-midi. Vous pourrez avoir accès au replay et diffuser le replay le temps de réorganiser, un webinaire. D'accord, ok. Voilà. Et je voulais juste partager cette réflexion personnelle. Ce travail, en tout cas multi-partenarial, m'a fait grandir dans mes pratiques au quotidien, petits projets, parce que c'était pas simple de mettre autour de la table 23 partenaires. Et par ailleurs, aujourd'hui, je dis plus c'est une personne caractérielle. Je dis plus ça. Je dis peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être il faut que je pose la question. Est-ce que il y a besoin que je modifie mon mode de communication que de dire voilà, parce qu'en fait on a tendance à caser les personnes dans des silos et en fait des fois elles-mêmes, elles sont en situation de handicap invisible, elles ne sont pas fait diagnostiquer ou elles n'ont pas envie de le dire, et ça permet de revoir son disque vis-à-vis de l'autre et des relations avec les autres. Et c'est un projet qui fait grandir profondément en fait. Voilà, ça c'est important que je voulais le dire. Ça apporte beaucoup.